Bonjour à toutes et à tous, jeudi 18h, c'est le live coding avec Bachar et Seb. Bonjour, merci d'être là, d'être de nouveau là après une semaine d'interruption. Je suis comme d'habitude accompagné de Bachar. Je cherche où il est dans mes boutons. Bachar, il est là. Et voilà. Et Bonjour à tous. comme toutes les semaines, on va s'attaquer au live coding. On est en train de porter une application Node.js, MySQL depuis un environnement on-prem vers le cloud. Petit résumé des deux derniers épisodes. Bachar, où on en est? La dernière fois, la voix était contente de notre prestation, mais elle nous invitait un petit peu à revoir les fondations réseau. Donc, on avait passé un petit peu de temps sur la console à recréer un VPC. Puis, je sais pas si vous vous rappelez bien, mais on avait aussi en même temps créé un diagramme là que je remets à l'écran. Donc ça, on avait fait ça en parallèle. Mais on était allé dans la console, on avait choisi notre région qui était Francfort, on avait créé un nouveau VPC, les différents subnets. On avait parlé un peu de ce concept de subnet public, privé. On avait parlé aussi d'Internet Gateway, de NAT Gateway, de tout ce qui est routage. Et puis, on a déployé en fait à la main l'instance EC2, utilisant l'image qu'on avait créée à l'épisode numéro 1. Puis ça avait marché. Donc ça, on avait fait tout à la console, puis on avait décidé après d'automatiser ça. On a déployé donc une instance Cloud9 qui va nous permettre, qu'on va utiliser aussi encore aujourd'hui pour faire tout le développement. Puis on avait opté pour CDK, qui est un framework qui permet d'automatiser en utilisant un peu, enfin on a le choix en différents langages de programmation, mais on avait choisi JavaScript. Donc on a écrit un script en CDK pour déployer, automatiser le déploiement du VPC. Le code étant ici à gauche. Et on l'avait déployé en utilisant l'outil de commande CDK et on avait remis aussi l'instance C2 dans ce nouveau VPC. Donc tout ça on a fait. Juste pour votre information, le code, donc le repo GitHub là, a été mis à jour avec le code qu'on a écrit. Donc ça contient pas seulement que le code de l'application Guestbook, mais aussi les scripts CDK. Donc si vous allez voir là dans le repo, il y a 3 folders. Bon, épisode, c'est un peu le recap. Vous allez trouver un peu le recap de toutes les commandes et de tout ce qu'on fait durant la session. Comme ça, par exemple, ça c'est le recap de l'épisode 2. On met ça continuellement à jour avec Sébastien. Et puis dans le répertoire Guestbook CDK, vous avez le code CDK pour, par exemple, là, déployer le VPC. Donc ça, Alors, c'est un peu notre point qu'on a attends, fini la dernière attends. fois. Donc en gros, au deuxième épisode, la voix était contente du bon travail qu'on avait fait. Et puis là, je nous auto-flatte. Mais en gros, elle nous invitait un peu à revoir la partie réseau. Et à penser un peu à comment est-ce que quel serait le design de notre VPC dans AWS. Donc, on a passé un petit peu de temps à réfléchir ensemble et à vous introduire certains concepts qui sont clés par rapport à la création d'un VPC. On avait fait ce diagramme là que je vous montre à droite au fur et à mesure, tout en faisant ça dans la console. Donc, on avait choisi une région, on avait construit, créé un nouveau VPC dans cette région, puis on avait introduit ce concept de subnet public, subnet privé, en expliquant que les subnets publics avaient cette capacité, entre guillemets, à être exposés à l'Internet. Donc, par exemple, tout ce qui serait un web server, ou s'il devait directement, lui, être exposé à l'Internet, il pourrait être mis là-dedans, ou alors des load balancers, qui seraient encore des meilleurs candidats à un subnet public. Et on avait parlé des subnets privés, des subnets isolés. Un subnet privé, c'est quelque chose qui ne peut pas avoir de ressources qui est directement accessible depuis l'Internet, mais qui a une connexion en outbound à l'Internet pour pouvoir, par exemple, télécharger des packages ou faire des YUM updates. Ceci via ce qu'on appelait une NAT Gateway, qui offrait
fonctionnalité. Et finalement, on avait les subnets isolés qui, eux, étaient complètement déconnectés de l'Internet, donc qui n'a ni accès en inbound ni en outbound. Et ça, c'est les candidats privilégiés, c'est les bases de données. Par exemple, un RDS, c'est typiquement quelque chose qui fit très bien dans un subnet privé. On avait fait ça à la main. Oui, excuse-moi. Oui, ouais, exactement. Donc ici à gauche, on avait écrit en fait un script. On avait choisi CDK comme un peu l'outil, le framework pour déployer automatiser le déploiement des ressources. On avait opté pour la version JavaScript et à gauche, on avait montré qu'en fait, en quelques lignes de code, on arrivait à refaire tout le travail qu'on avait fait à la main. Donc c'est maintenant, on a la capacité de créer un peu à la volonté. Il y a un écho, là, il y a un retour. Donc voilà, c'est bon, C'est bon, c'est bon, tout va c'est bien. bon, c'est bon, c'est bon, tout va bien. Et alors, donc on avait arrêté l'épisode, on avait créé un réseau de prod. Est-ce Ouais. que, je crois que tu as réexécuté ton script CDK une deuxième fois maintenant, on a deux réseaux maintenant comme point de départ, un réseau dev et un réseau prod. C'est l'avantage du CDK en fait, c'est qu'on peut réexécuter autant de fois qu'on a besoin d'avoir des environnements différents. C'est ça. Écoute, ouais, j'ai travaillé un peu le week-end, on va dire. Mais en gros, ouais, c'était pas grand-chose à faire. T'as tout à fait raison, hein. C'était donc en quelques lignes de commande, là, j'ai pu recréer un autre environnement qui est pour dev et pour prod. Comme ça, on peut un peu travailler dans la dev sans trop toucher la prod. Et puis, quand on est à l'aise, on pourra déployer en prod. Un truc que je voulais peut-être mentionner, Seb, c'est le repo GitHub. Donc, le code qu'on a fait, là, qu'on fait avec Seb, tout ce qu'on fait, on le met là-dedans. On documente aussi nos épisodes. Donc, il y a trois, si vous allez voir dans le repo, il y a trois folders. Il y a le folder épisode où on documente les épisodes qui ont eu lieu. Puis vous pouvez retrouver toutes les commandes là qu'on a lancées, si vous voulez les refaire ou juste pour vous rafraîchir la mémoire. Et puis il y a aussi bien entendu donc le code, par exemple le code de l'application et du CDK Cool. qui est là. Je suis en train de chercher l'adresse, je l'ai pas préparée. Hop. Je la remettrai en banner et dans les commentaires, comme ça vous pourrez cliquer dessus et voir le code si si vous avez envie de repartir vous-même. Ça y est, il y a la voix qui nous a envoyé un message. Ah, On s'écoute ça? avec plaisir. Knock knock. Coucou, bonjour à vous deux, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bon, ça fait 2 semaines que vous n'avez plus progressé sur ce projet. C'est bien d'avoir automatisé le déploiement de l'infrastructure, mais à chaque fois que j'exécute votre script CDK, il me recrée une nouvelle base de données. Votre troisième mission consistera donc à séparer la base de données de l'instance EC2. Écrivez un script pour automatiser la création de la base, et changer le code de l'application pour utiliser la nouvelle DB. Je compte sur vous les gars. Vous avez 1 heure. C'est la vie. C'est vrai qu'elle est pas super faire avec ça parce que tu as un peu travaillé pendant le week-end. C'est pas comme si on n'avait rien fait pendant 2 semaines. Mais oui, elle a raison. Chaque fois qu'on exécute le script CDK, on recrée une instance, on recrée une base de données. Et donc sur le long terme, évidemment, ça va pas. Il faut que cette base de données, il y en ait qu'une, enfin une de production en tout cas, et que même si on recrée des instances, on aille taper dans cette base de données. Quelles sont les options qu'on a pour déployer une base de données? Naïvement, je vais dire, allez, je démarre une autre instance EC2 et j'installe MySQL dessus. Ça pourrait être une option. Ça pourrait être une option. Après, il faudra la gérer cette instance. Donc, peut-être regarder sur des services un peu plus managés comme peut-être RDS. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Relational Database Service. Donc Amazon RDS, c'est un service managé. Donc un service managé, ça veut dire moi, utilisateur du service, je n'ai pas à installer de système d'exploitation, je n'ai pas à patcher le système d'exploitation, je ne dois même pas installer la base de données. Je fais clic-clic et j'ai une base de données, c'est un peu ça?
C'est un peu ça, voilà, c'est un peu ça. Il y a deux, trois trucs qu'on peut contrôler, par exemple quand c'est pour les patching, les fenêtres de maintenance. Mais en gros, voilà, j'ai plus besoin de me casser la tête à patcher la BD, patcher l'OS et puis gérer un paquet de choses. Les choses comme les backups, les snapshots sont aussi pas mal facilitées pour l'utilisateur, ouais. Donc ça semble un bon choix. Il y a MySQL dans RDS ou je suis obligé. Ah oui, donc là il y a tous les bases de données, MySQL, Postgres, MariaDB et Oracle et SQL Server. Aurora, c'est quoi? Bah ça c'est un peu une source secrète ça. C'est MySQL compliant ou PostgreSQL compliant. C'est une base de données qui, ben, en gros, si vous avez une application qui parle MySQL, enfin si vous avez une base de données qui est MySQL ou Postgre, Aurora c'est une alternative que on peut considérer. Hein, vous n'êtes pas, une fois de plus, vous n'êtes pas obligé. C'est une option sur la table. Disons les avantages, c'est que au niveau scalability, au niveau performance, rapidité d'exécution, il y a de la valeur ajoutée là-dessus. C'est assez transparent, disons, enfin, à moins que vous ayez des requirements vraiment spécifiques là au niveau de comment configurer la base de données, Aurora peut être une option qui est assez intéressante. Moi, je te propose en fait, je te propose d'utiliser Aurora, et puis en fait, il y a un mode qui est serverless. Qui est assez intéressant. Je sais pas si tu veux. Ouais, on peut essayer de partir là-dessus. Donc Aurora est compatible avec MySQL. Donc en principe, mon application MySQL qu'on a héritée devrait fonctionner sur Aurora sans aucun souci. Sauf qu'Aurora est conçu 21e siècle pour le cloud. Donc il réplique les données sur plusieurs zones de disponibilité automatiquement, ce qui augmente la disponibilité des données. En termes de performance, Aurora a plus de throughput également, donc la capacité de lire et d'écrire dans la base de données. J'ai pas le prix en tête, c'est radicalement différent d'un RDS MySQL classique. Je suppose qu'il y a un petit surcoût puisqu'il y a plus de disponibilité, plus de performance. Alors, les prix sont bons si jamais. Hein, les prix sont sur le website, mais il y a un prix sur le storage. Il y a un prix aussi au niveau un peu sur les backups, dépendant de la quantité de backup qu'on veut. Après ça, là où ça devient un petit peu, c'est les data transfer. Ça, c'est toujours un petit peu, c'est un peu de challenge là, de toujours pouvoir estimer, parce qu'il faut avoir un peu une idée du volume. Mais bon, à moins que vous ayez vraiment des volumes extrêmes, ça reste quand même relativement. Donc, vous voyez, vous pouvez voir la data transfer out depuis RDS vers l'internet. C'est des prix quand même. Donc le premier, pour 1 giga par mois, c'est gratuit, puis après ça monte. Mais oui, il faut faire un peu la mathématique. C'est sûr que quand on utilise des services comme ça, vu qu'on sauve du temps, il faut aussi tenir compte du temps qui est sauvé et des casse-têtes qui sont enlevés. Hein. Ça, c'est de la valeur et c'est aussi de l'argent. Maintenant, RDS, c'est RDS. Donc, créer une base de données et choisir MySQL, Postgres, Aurora ou Oracle, c'est juste une option à cocher. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui dans Aurora, on peut le faire exactement la même chose dans MySQL, dans Postgres, dans Oracle, dans SQL Server de Microsoft, etc. Ok, allons-y. Tu peux. On va le faire. Donc on va le faire une fois par la console. Ouais. Puis après on va l'automatiser dans CDK. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça semble bien. En fait, on va utiliser la console pour découvrir, voir quelles sont les options possibles, lancer cette première base de données à la main. Puis la lancer, c'est bien, mais je suppose qu'on va devoir migrer les données, ou en tout cas migrer le schéma qu'on avait dans notre autre base de données et changer l'application, tester si l'application fonctionne avec Aurora. Et puis on va automatiser tout ça avec le CDK, comme on a fait il y a 2 semaines. Est-ce que tu peux bouger ta fenêtre un tout petit peu plus sur la droite, parce qu'on ne voit pas la gauche de la fenêtre. Encore beaucoup même, à mon avis. encore. Voilà, hop, stop. Tu peux revenir un peu à gauche maintenant et on sera bon. Ouais, voilà, comme ça on est bon. Donc en gros, ce qu'il faut faire, il faut aller juste sur RDS, créer une base de données, cliquer sur le bouton Create Database, puis là il y a les choix. Donc on choisit Aurora. On va se mettre en MySQL parce qu'on est en MySQL au niveau de l'application. Notre application, c'est une application et puis au niveau MySQL, de la version. Donc on veut pas casser notre application. Voilà. On ne parle pas de migrer vers un autre type de base de données. Hein. On parle de compatibilité avec MySQL. Et puis là, tu choisis quoi? Tout à fait. La version. Là, je vais laisser un peu la même. Pour être franc, écoute, notre application est tellement simple. Là. Tu vois, si vous regardez, pour vous rafraîchir la mémoire, là, si vous regardez la classe JavaScript qui fait un peu qui elle contient un peu les queries SQL qui sont exécutées, vous voyez là, on peut voir rapidement que c'est vraiment pas. Je vous les mets un peu plus grand.
Mais bon, on n'est pas en train de faire quelque chose de vraiment spécial, hein. Il y a un select statement et puis un insert statement. Bon, ça va passer en gros sur n'importe quoi, ça. On pourrait même, on pourrait même migrer sur Postgre, ça passe, hein. C'est pas vraiment spécifique. Mais bon, alors on va garder, vu qu'on n'a pas, mais là, sinon, il aurait fallu faire un travail un peu plus, peut-être d'analyse pour voir est-ce qu'on a besoin de 5.6, 5.7, regarder les différences. Là, on est chanceux, on va prendre juste celle par défaut, là, la première qui vient. Et alors là, cette option-là, elle est assez intéressante aussi parce que c'est là qu'on va dire est-ce que je veux travailler avec des serveurs traditionnels ou travailler en mode serverless. C'est quoi la principale différence entre Aurora serverless et Aurora classique? Ben, là, il y a comme, une fois de plus, serverless, il y a disons une abstraction qui est encore plus faite pour nous. Là, sur le classique, ben, en fait, on peut choisir combien de writer, combien de reader. Si on sélectionne ça, il y a comme des templates là qui sont offerts, un pour prod, un pour dev, et puis ben on aura quand même, disons un peu au niveau de la scalabilité, plus de responsabilité, plus de choses à gérer. Par contre, si on va avec du serverless, on décrit en fait un peu un min-max, et puis en gros ça va un peu varier entre ce min-max selon ce qui se passe. Moi, je te propose d'aller là-dessus. C'est plus simple. Ça m'a l'air plus simple. En tant que développeur, moi, ça, c'est des choses qui résonnent pour moi, en tout cas. Comme dit Werner, notre CTO, il n'y a pas plus simple à gérer que pas d'infrastructure. S'il n'y a pas d'infrastructure, c'est forcément plus simple à gérer. Donc, allons-y, serverless. Serverless. Donc, en gros, donner un nom, ben, on peut l'appeler guestbook DB. Là, on peut choisir le master username qui est un peu le root, si vous voulez, un peu le root account d'une certaine manière. Enfin, c'est disons l'autorisateur avec un haut niveau de privilège. C'est pas un root, mais c'est disons ce qui se rapprocherait le plus du root en tant qu'utilisateur de Aurora Serverless. Un mot de passe, donc là on peut auto-générer ou on peut, c'est comme vous voulez. Là, moi je vais mettre un mot de passe moi-même. Faudra pas que je l'oublie. Comme vous verrez tout à l'heure dans l'application. Ouais, bon. En même temps, je vais la mettre dans un subnet privé, isolé. Enfin, on va faire attention là. Donc ça, c'est un point important ce que tu dis. Il faut pas lancer des bases de données dans des subnets publics qui sont accessibles par Internet. Les bases de données, c'est dans un subnet privé. Donc il n'y a que vos applications qui peuvent y accéder. Exact. Et pour revenir un peu sur ton point de c'est quoi un peu les configurations, les avantages. Donc ça, c'est le min-max. Donc là, je peux définir en fait des capacités, des unit capacity, des capacity units, excusez-moi, des unités de capacité. Je sais pas comment traduire ça correctement en français. Là, par défaut, il vous met 1,64. Donc ça, c'est et la RAM. Donc si vous cliquez, si jamais en cas de doute, hein, il y a toujours ces petits tooltips qui sont très très utiles hein, quand on ne sait pas. Mais en gros, ce que ça vous donne, c'est une unité de capacité, c'est une combinaison de mémoire et de compute et de CPU. Donc en gros là j'ai l'équivalent comme si vous voulez comme un CPU ou une unité de CPU plus 2 Go de RAM. Donc là je vais varier entre une unité de CPU et 2 Go de RAM avec 64 et 122. On peut monter plus, hein, on peut monter là. Donc on va commencer avec ça me semble largement raisonnable. Et puis il y a des petites settings additionnelles qu'on peut mettre. Il y en a une qui est intéressante qui est celle-là. Et puis ça, si vous lisez la petite astérix, c'est toujours important. Qu'est-ce que ça dit là? Ça dit You are only charged for database storage while the compute capacity is paused. Donc en gros, si je clique là et que je mets par exemple 5 minutes, alors c'est peut-être pas quelque chose que je vais faire en production, hein, mais ce que ça va se passer, c'est qu'après 5 minutes d'inactivité, ça va se mettre en pause et je vais arrêter de payer pour la partie compute. Je paye juste pour la partie storage. Ah oui, donc il y a un découplage du compute, donc du CPU qui traite les requêtes, qui analyse les chemins d'accès aux données, etc. Et le stockage où sont physiquement stockés les blocs des données des tables. Et si on n'utilise pas la version Aurora Serverless et qu'on a activé cette option, le compute se met en pause et donc je ne paye plus rien finalement. C'est un peu comme les fonctions lambda, ça se réveille quand on en a besoin. Ouais. Alors ça va se réveiller. Alors ce qui va se passer, c'est que moi j'avais mis ça pour une app. Alors j'avais mis ça pour un environnement de dev. Hein. C'était des démos en fait. J'avais des démos. J'utilisais Aurora Serverless. Et le comportement que j'avais remarqué, c'est que le premier request il fail, il time out.
Mon premier request, c'était une application web. Elle va failer parce que il va time-outer au niveau de la BD. Et le deuxième, il va prendre. Alors, par exemple, dans un contexte de démo, moi j'avais des démos, j'avais des environnements de dev, c'est parfait. Parce que moi j'arrive, j'envoie un request, ça fail, mais après 30 secondes, je réessaye, ça marche. Donc je suis très content, j'ai rien eu besoin de faire, j'ai juste besoin de faire un F5 sur une page web pour en gros démarrer mon serveur Aurora. C'est super cool en tant que développeur, une fois de plus. Mais ça en production, bon, Non, euh, bah, bah ça dépend, mais c'est un peu risqué quoi là. Vous comprenez bien le risque là, faut voir. Peut-être qu'il y a un use case où ça marche, mais ouais, à faire attention. Là, je vais pas le mettre. Quoi que, Mhm. en fait, on le déploie sur Dev ou on déploie sur Dev. Je vais Sur le mettre Dev, sur, là, on sur est à la Dev. main, hein, donc ouais. Ouais, allez, on le met sur Dev. Allez, soyons fous. Euh, et puis, bah, je vais sélectionner mon VPC Dev. C'est celui que tu as créé Euh, ce week-end, ça? ouais, alors ça, c'est celui que j'ai créé ce week-end. Donc, en gros, T'as remis c'est un l'instance petit dedans? truc. J'ai mis une instance, ouais, excusez-moi. Donc j'ai fait un truc, c'est juste j'ai réexécuté le Le script. script, ok. Puis j'ai fait en fait un pour donc celui qu'on avait c'était pour la prod, je l'ai laissé prod. J'en ai créé un autre puis j'ai remis une instance. En fait, D'accord. ça m'a pris 5 minutes, hein, honnêtement. Après ça, je suis sorti, je suis allé au parc. Donc j'ai pas vraiment beaucoup bossé non plus, hein. Euh, Après, donc voilà le VPC de dev. Vous pouvez, bon, alors après, vous pouvez choisir, vous pouvez configurer au niveau des subnets sur quel là, je vais écrire un nouveau subnet group qui est en gros, c'est les ranges d'IP qui peuvent être utilisés en fait par les bases de données. Parce qu'il a besoin d'adresse IP, hein, forcément, hein, dans votre VPC. Il faut qu'il en occupe. Donc, on choisit ça. C'est quels sont les subnets et les ranges d'IP qui va le pouvoir populer, choisir entre eux. Donc, et puis ben là, on peut choisir un security group. Donc moi, je vais créer un nouveau security group ici Donc pour pouvoir permettre le c'est comme pour trafic. les instances Amazon EC2 finalement, c'est pour permettre le trafic rentrant, dire voilà, j'autorise le trafic sur tel port, a priori c'est le port d'Aurora, c'est le même que MySQL, et uniquement pour un range d'adresse IP ou pour une adresse IP spécifique, ou pour un autre security Ouais, group. exact. Et là, je vais mettre donc voilà, je vais mettre RDS security group. Je vais l'appeler comme ça. Et puis après, on verra comment le configurer avec l'instance et ce qu'il faut faire pour qu'elle ait Mhm. accès. Tiens, ça, je viens de découvrir ça. Tu vois, ça, je savais pas. Tiens, initial database name. Donc ça, apparemment, ça vous crée ça peut faire un create database statement. La base de données est vide, mais ça peut créer une base de données initiale. Bon, on pourrait faire. Je sais plus comment on l'avait appelé la base de données. C'était Euh, guestbook-dev, quelque chose comme ça. C'était pas démo? Ah oui, on l'a renommé, hein. Ah, la renommée, ouais. On l'a renommé, hein. Alors attends, en fait, je vais retrouver, hein. Tu On va dois avoir. retrouver. On a les configs. On l'avait appelé. Non, bah non, elle est pas là. J'ai oublié. Mais de toute façon, c'est pas grave, on peut la renommer, hein. C'est une nouvelle, hein. On peut renommer. Bon, comment on va l'appeler? Guestbook Dev? Ou Ouais, Guestbook-dev? guestbook-dev. Allez. Je me souviens plus, honnêtement. C'était il y a c'était Il il y y a a deux 3 semaines. semaines, ouais, il y a trois Non, semaines, ouais. il y a 3 semaines. Donc on peut mettre Activate l'encryption si on veut. Il y a une encryption par défaut, mais on peut utiliser des clés. On peut mettre une clé. Alors, on n'a pas vraiment parlé des services d'encryption. Je pense qu'on va laisser ça de côté, hein. KMS, tout ça, c'est peut-être pas le moment de rentrer là-dedans. Mais sachez qu'il y a des possibilités d'encrypter, faire de l'encryption sur les données. Sur les données au repos. Et Ouais. puis il suffit de cliquer sur Créer database et on part prendre un café, on vient, on a notre base de données. Ouais. Sauf qu'il fallait pas Ah, utiliser un dash, il fallait utiliser un underscore. désolé, c'est moi qui t'ai Oh, induit en erreur. pas de Pendant que souci. la base de données se crée, il y a une question de GKUK70 qui dit pourquoi choisir, ou 70, puisqu'on fait ça entre la Belgique, la Suisse et la France. Je vais être international aujourd'hui. Qui dit pourquoi choisir RDS plutôt que DynamoDB. C'est parce que l'application qu'on migre est une application qui utilise MySQL, c'est l'application qu'on a reçue. Donc dans un premier temps, on porte l'application et on n'essaie pas de la changer, hein, ou en tout cas on la change un minimum. Dans un prochain temps, dans plusieurs semaines, on va essayer d'optimiser cette application, voire même de la réécrire en serverless avec du lambda. Et là, vous avez raison, DynamoDB pourrait être considéré. Je ne dis pas que c'est ça qu'on va choisir, mais on devra se poser la question en tout cas. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, j'ai du mal cliquer. Je sais pas ce que j'ai fait. Autant pour moi. Il y a eu un message d'erreur. Non, il n'y a rien eu. Je sais pas si j'ai peut-être cliqué cancel. Je sais pas ce que j'ai fait, Ah, honnêtement. Je crois que je suis tête en l'air, là. J'ai pas eu mon café. Alors, autant pour moi. Ah, si, il a créé un. Bah, il a créé.
Bah, attends, je vais juste vérifier là, que je suis pas fatigué. Avant d'en recréer une deuxième. Non, il n'y a pas Non, de mais je réseau crois de pas que membres de j'ai, création. parce il m'a mis un peu. C'est bizarre, il m'a redirigé vers le formulaire vide ou quelque chose comme ça. Donc je sais pas trop ce que j'ai fait pour être franc. Alors, on va sélectionner ça. Ça, je peux enlever. Et puis, ça, on avait dit qu'on laissait et qu'on touchait pas. Ouais, c'est tout. En fait, c'était vraiment deux choses qu'on a créées. Qu'est-ce qu'il dit là? Je n'arrive pas à lire. Alors, il dit que, ben, il me donne que comme si c'était pas must contain only letters, digits or hyphens. Donc j'ai un iPhone. Il y a peut-être un. Let's start with a letter. Oh, bah, juste mes guestbooks et qu'on s'ennuie pas. Mais est-ce qu'il l'a créé du coup, puis qu'il peut pas en créer deux? Ça, On je me verra. demande. S'il en a créé une, on l'effacera. Ouais, exact. Ouais, mais c'est un peu bizarre. Ah, excusez-moi, mais non, il y avait ce message d'erreur. Oh là là. Alors ça, c'est ce qui arrive quand on lit pas. En fait, je suis arrivé là, mais j'ai pas lu. Je suis autant pour moi. Il m'a sorti un message d'erreur. Voilà, excusez-moi, désolé, c'est autant pour moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit doesn't support DB subnet group with subnet in the same availability zone. Il faut avoir il faut avoir des subnets qui sont dans plusieurs availability zones. Mais oui, ça c'est tout à fait normal. Et, Euh, et en def, le VPC, il a des subnets que dans une availability zone? alors, non, il a trois. Ben, on va vérifier, Donc le mais message d'erreur dit que Aurora peut être déployé uniquement dans les réseaux où il y a des subnets dans ouais. plusieurs zones de disponibilité. Pourquoi? Parce que Aurora, par défaut, fonctionne sur 3 zones de disponibilité pour répliquer les données. Et donc je Alors, m'étonnais que le réseau de def n'ait qu'un alors, subnet. non, clairement, regarde, ça c'est le réseau de dev ici, dev VPC, dev VPC. Puis si on regarde ici, on voit un A, un B, un C, un A, un B, un C. Donc on voit très bien que les subnets, là, ils ont été partagés entre les différents ASI. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que, euh, euh, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est ici, euh, create a new DB subnet group, ouais. Ouais. Et ce subnet group-là, il faut lui donner toutes les. Ouais, mais il devrait me permettre de créer ici. Pourquoi il me laisse pas choisir? Si tu fais create new. Ben, il y a, en fait, voilà, c'est ce que Ouais. je fais. Ah non, ah oui, pardon, c'est en dessous, le security group. Ouais. Ah, Bah, alors create new, attends. il va peut-être le créer. Ouais, mais non. Alors attends, c'est quoi le problème? Non, il veut pas. Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Je le vois pas. J'ai pas. Relisons le message. Aurora Serverless doesn't support DB subnet groups with subnet in the Oui, ça same fait du sens. availability Il faut zone. qu'il y ait plusieurs ASI. Ça fait complètement du sens. La partie que je comprends pas, c'est pourquoi ici, ici, il aurait dû. En fait, le DB subnet group, comment je- sinon, je peux en créer un là. Hein. Je peux en créer un là. Je peux aller là, je fais un nouveau subnet group et puis je le sélectionne. Ouais, Euh, ouais, c'est ce que mais, Abdelebi nous dit aussi. Il mais faut c'est peut-être créer un nouveau subnet group, mais ah, dedans les 3 ASI. ouais, mais c'est bizarre parce qu'il aurait. Je suis un Ouais, la peu, console devrait le faire toute seule ouais, je suis normalement. un petit peu surpris, je vous avouerai là. Je suis un peu. Ça, c'est les Alors, joies, les joies du live coding, c'est pour ça qu'on le fait. ouais, alors là, alors ça, tu vois, ça c'est un petit peu ennuyeux parce que là, je veux sélectionner les subnets isolés Ouais. et ils sont où? Faut- Il faut que je. Oh C'est un là de là. ces- Voilà, donc ça c'est un petit peu, c'est pas très sympa ça. Ça, je dois avouer que là, c'est là où des fois avec la console, c'est un peu embêtant. Alors on va faire isolated. On va chercher les isolated et puis on va prendre juste ceux de dev. Donc c'est les trois premiers. Donc en gros, alors ouais, je sais, je suis désolé, là c'est pas super convenient là, mais en gros c'est 0335, il est là.
c'est un EF qui est là et c'est F8.4 qui est là. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises, mais je crois que c'est bon. Donc je répète, 335, F8.4 qui est là et un EF. Ouais, ça m'a l'air correct. C'était bien ce DDEV. Voilà, donc voilà. Désolé, hein, c'est un petit peu bon, voilà. Hein. Comme quoi, on prépare pas tout à l'avance, hein, on improvise aussi un peu. Donc là, j'ai un guestbug subnet loop, et puis si je retourne ici, là, le seul problème, c'est que ouais, je peux faire ça. Voilà, merci. Voilà, là on voit le subnet. Mais ça, c'est bizarre. Hein. Je t'avouerai que je vais investiguer plus tard, là, durant mon temps libre, pourquoi ça fait ça. Je suis un peu surpris. Ouais. Mais j'investiguerai, désolé. Hein. Donc là, on va réessayer. Donc le comportement normal, c'est la console devrait créer ça pour vous. Ouais, je suis Et si elle surpris. l'a pas fait automatiquement, donc on l'a fait à la main. Et puis, Ouais. et Je vais puis regarder là, si on va c'est le chercher. comportement attendu ou est-ce que c'est moi qui. Voilà, bon. Donc là, c'est en train de créer en fait la BD. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est se connecter à cette BD. Donc on peut, pendant qu'il se prépare, on peut utiliser en fait notre Cloud9, hein. On peut utiliser notre instance Cloud9. Seul truc, c'est que cette instance, où est-ce qu'on l'avait déployée tu te rappelles où est-ce qu'on l'avait déployée? Je sais Il pas y si on. avait, il y avait pas de load balancer à l'époque, donc on n'a pas encore mis de load balancer, hein, donc elle est dans un subnet public quelque part. Ouais, et en plus, je sais pas si c'est dans le bon VPC hein, qu'elle est. À mon avis, elle est dans le VPC par défaut, un truc comme ça. On va voir, attends. On en a mis une dans. Euh, Tu vois, c'est celle-là. Ouais. Ça, c'est celle qui a été créée Et par le script. ouais, mais tu vois, elle est dans le VPC par défaut. Parce qu'on n'avait pas de VPC à l'époque. Ah oui, Parce pardon. qu'on a Ouais, utilisé ouais, ça ouais, pour créer ouais. notre VPC. Donc, elle a fait la Mhm. poule. Hein. On Ouais, avait ouais. utilisé. Donc là, où on la rebouge, où on en crée une autre, il faudra la rebouger. Mais ça, moi, je peux m'en occuper. Hein. On va pas faire Ouais, ça maintenant. ouais, Mais ouais. idéalement, il aurait fallu la bouger. Parce que là, ce qui se passe, c'est que là, c'est dans un autre VPC. Donc, si Donc, j'utilise cet environnement Cloud9, lui, là, il pour n'aura pas accès à la faire. base de données, c'est ça? Voilà, je peux pas aller me connecter en port 3306 et puis faire mes create database et mes trucs comme ça. Donc, ce qu'on peut faire, regarde, voilà, bon, on va recréer moi, je vais recréer un autre environnement Cloud9 juste pour la BD. Puis je pourrais le virer après, hein, c'est juste pour temporairement là. Je vais me créer un que je vais appeler pour, je sais pas, setup DB, je vais l'appeler. Et je vais le mettre au bon endroit, lui. Lui, je vais le sélectionner, le VPC. Voilà, bah là, du coup, ouais, ok. Ça, c'est là. Alors, attendez, le VPC, comment c'est son VPC ID? 7871. Mhm. Donc 7871. 7871. Lui. On va se souvenir. Que quelqu'un se souvienne de 7871. 7871, c'est le S'il vous plaît, VPC. quelqu'un. Ouais. Alors moi, je pense que lui, c'est un VPC public. Pourquoi? Parce que je vois qu'il n'y a que 249 adresses IP. Mais je vais cliquer, mais je vais quand même vérifier que C5E, c'est un subnet public. Parce qu'il faut que ça soit dans un subnet public. Donc je répète ce que Alors, Bachar est en train de faire. est-ce que C5... On a la base de données Aurora qui est en train de démarrer. On va devoir se connecter à cette base de données à un moment ou l'autre. Donc on a besoin d'un environnement Linux avec MySQL, la ligne de commande MySQL installée dessus. On comptait utiliser Cloud9, l'outil de développement. Mais comme Cloud9, on l'a démarré avant même que nos VPC existent, puisqu'on a utilisé Cloud9 pour créer les scripts CDK et pour exécuter les VPC, Cloud9 et la base de données ne sont pas dans les mêmes réseaux. Donc ils ne peuvent pas se parler, à moins qu'on fasse des choses de configuration réseau dans lesquelles on n'a pas envie d'aller là pour le moment. Ah ouais. Techniquement, il y a moyen, hein, mais on ne va pas le faire. Et donc, ce que fait Bachar là, très rapidement, il relance un autre IDE, un autre Cloud9 dans le bon réseau, dans le bon VPC, pour qu'on puisse se connecter à la base de données Aurora qui est en train de démarrer. Voilà Bah, pour le petit en catch-up. fait, c'est ça. Et puis, tu sais, ultimement, cette nouvel environnement que je démarre, en fait, il faudrait que je le migre. Il faudrait que je migre notre environnement dev, guestbook dev. Il faudrait que je le migre là-bas. Refaire un git Bah clone, ouais. etc. Ouais. Puis celui-là, et puis l'autre, on l'enlève. Et ça, Ouais. je peux le faire après. Hein. On Mais pourra vous faire comprenez le principe, quoi. Alors là, ça démarre gentiment. Ce qu'il va nous falloir, c'est installer un client. Alors réfléchissons à ce qu'il nous faut là. Il nous faut qu'on crée la BD, le schéma de BD, qu'on déploie les tables avec les datas. Et pour ça, il faut Comment on fait ça, Seb?
Pour ça, il faut un client, il faut pouvoir se connecter à la base de données. On t'a dit qu'Aurora était compatible avec MySQL, donc on peut utiliser la ligne de commande MySQL standard. Est-ce qu'elle est installée sur Cloud9? Oui, elle est installée sur Cloud9, donc on l'a. Parfait. Et bien donc il suffit de faire un MySQL-h et puis le nom de la base de données Aurora qui doit être disponible dans la console Aurora maintenant. Ouais. Et on pourra se connecter. Tu as besoin d'autre chose aussi? Tu as besoin du script Bon, je vais faire un de git création clone. de la Regarde. base de données. Voilà, git clone, on a tout le code. C'est parti. C'est plus simple, c'est plus rapide parce que le script était dedans. Il est là. Tu peux virer le welcome pour Ouais. faire un peu plus d'espace Et sur puis- l'écran. Ouais, bien sûr, ouais. Hops. Ah ouais, Forcément. c'est toujours ça. Forcément. Hein. Et puis ça, je vais. Hops. Et voilà, on y arrive. J'augmente un peu, bon, c'est peut-être un peu trop grand. Ah non, Ok, donc. Ah, c'était bien? Je Ouais. remets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, alors il faut se connecter à la BD. Hein. J'espère que j'ai pas oublié le mot de passe. Ouais, ok. Donc la BD, elle est faite. Ouais, elle est faite. Il faut choper le truc là. Ouais, le endpoint. Donc, excusez-moi, le truc. Le endpoint, j'arrive plus à parler moi. Je commence à dire truc et chouette. Donc le endpoint, c'est ça qui a été créé et ça, c'est qu'on peut utiliser pour se connecter à notre nouvelle base de données RDS au port 3306. Et il va falloir faire quelque chose au niveau des security groups là. Ça va pas marcher. Hein. Mhm. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Si je fais Ouais, ça, ouais, c'est une bonne idée. Donc le endpoint, c'est l'adresse, c'est le nom DNS de la base de données Aurora. 3306, c'est le port TCP de MySQL, puisque Aurora est compatible MySQL. Et évidemment, on vous a expliqué qu'il y a un security group. Donc security group, c'est un filtre qui empêche les connexions réseau. Et on n'a jamais dit que cette instance Cloud9 était autorisée de se connecter. Sur Aurora. Donc ce que Bachar va faire, à mon avis, il va aller regarder le nom du security group de Cloud9, que Cloud9 a créé pour nous par défaut, et il va l'ajouter dans les sources autorisées à Aurora. C'est ça que tu vas faire? il y a deux options. Ce que je peux faire, c'est créer un security group qui s'appelle security group là. Et ce que je peux faire, c'est que je peux, en fait, si vous regardez ce qu'il fait, lui, il permet. Je pense que si j'assigne ce security group là, est-ce que On te perd, Bachar, on t'entend plus. Et je crois que c'est le son de Skype, parce que moi, ce que j'entends là dans mon oreille, c'est le son de Skype. Allô? Ouais, Allô? 1, 2, 3. Ouais, Tu m'entends? C'est bon. Ok, c'est parti pendant 2 secondes. Donc, ce que je disais, je sais pas si ça a coupé, mais je vais rajouter en fait le security group qui avait été créé lorsque j'avais créé RDS. Je vais l'assigner en fait à l'instance Cloud9 et je pense que ça devrait marcher. Qu'est-ce que t'en penses, Seb? Je me trompe ou pas? On va voir. Je suis pas sûr. Hein. Je vous avouerai, je suis pas sûr à 100%. Ouais. Je sais pas si en... Ah oui, parce que oui, Cloud9 c'est une instance EC2 et les instances EC2 elles peuvent avoir plusieurs security groups maintenant, ce qui n'était pas le cas au début, mais maintenant on peut mettre plusieurs security groups et donc on va simplement réutiliser le security group qui avait déjà été créé pour l'autre instance EC2, celle de l'application, et l'attacher à l'instance EC2 qui tourne au Cloud9. Donc dans la console EC2. Ça n'a pas l'air d'avoir passé. Ça n'a pas l'air d'avoir passé. Là, il faut aller voir, il faut lire mieux le security group. Alors je vais lire mieux ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce security group? Ce security group ICO permet le port TCP 3306 depuis cette source. Non, tu vois, c'est pas bon. Cette source. En fait, c'est quoi? Tu peux mettre l'adresse IP de Cloud9. Hein. Ou le security group de Cloud9. Ou le security group de Cloud9. Je pense que c'est mieux de mettre le security group de Cloud9. Ouais. Donc, non, add rule. Donc, je rajoute une règle. Et puis, je vais enlever l'autre security group là que j'ai fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre le port MySQL. Je pense qu'il y a MySQL quelque part. MySQL dans la liste. Donc, c'est bon. Sinon, j'aurais mis TCP 3306. Et là, il faut mettre le security group de Cloud9 qui est, je sais pas lequel. C'est peut-être lui. Ouais, je pense que c'est lui. C'est lui, ouais. Non, mais c'est lui. Les 3 derniers chiffres. Non, mais regarde, c'est le nom. Là, on a la chance. Setup DB. Il est marqué Cloud9. Okay, Setup DB. Et puis là, je vais mettre une petite description. Allow Cloud9 instance
to access MySQL. Un truc comme ça, juste pour être simple. Et je vais enlever. Alors, on va revenir ici, on va tester. Ça devrait. Ah, voilà, super. Waouh, Ça fait plaisir. cool. Parce que voilà, j'ai rien passé là. J'ai pas passé d'user, mais c'est bien. Ok. Et puis là, si je fais ça, j'espère que le mot de passe, je l'ai pas oublié. Non. Attends, c'est l'autre. Voilà. Et voilà, on est J'ai eu connecté peur. à Aurora. Donc, étape suivante pour tester. Juste faire un truc. Je vais juste enlever ce que j'ai fait là. Ah oui. Je fais un rollback. Et pendant que tu fais ça, étape suivante pour nous, on va créer le schéma de base de données. Et puis on va changer l'application dans un premier temps à la main, hein, éditer le fichier de config et voir si l'application est capable de se connecter à cette base de données. A priori, ça devrait prendre 3 minutes. Ici, on ne s'attend plus à avoir des surprises à ce niveau-là. Et puis, si ça marche, il faudra voir ce qu'on fait. Vu l'heure, il est 7h moins quart, donc voir si on se lance dans CDK encore aujourd'hui ou si on reporte ça à la fois prochaine. Allons-y. D'abord, créer la base de données. Donc là, c'est Aurora, mais c'est du MySQL tout à fait compatible. Hein. Donc, tout ce que vous connaissez et vous aimez sur MySQL, le show database, create database, les MySQL dump, les imports, etc., tout ça, c'est exactement la même chose. On a juste, entre guillemets, changé l'engin d'implémentation, de stockage, mais la couche SQL au-dessus est exactement la même. Donc, tout ce qui tourne... Donc là, là, je vais juste faire. Je vais juste en gros pousser le schéma qui était fourni avec l'app. Je vais pas pousser les données. Bon, je pourrais pousser les données. Hein, je pourrais aller faire un MySQL dump depuis l'autre. Bon, les données étaient pas très. Donc si on repoussait les données, on peut faire un MySQL dump, récupérer, puis pousser ça. Il Là, faudrait je pousse. changer le security group aussi de Cloud9 pour l'autoriser à accéder à l'autre base de données, etc. Donc ça serait exactement le même principe que ce qu'on fait là maintenant. Ouais, voilà, ouais. Où il faudrait se loguer en. Je pense qu'on peut se loguer avec Session Manager. On avait laissé, je crois, le rôle. Ouais. Sur ouais, l'instance. EC2 directement. Ouais, on aurait pu se loguer. Bon, écoutez, là, Ouais, mais après, tu aurais dû transférer le MySQL dump, donc c'est... Ouais, c'est du texte, j'aurais fait copy-paste, Ouais, ok. ça fit dans un clipboard. C'est assez léger. Petite Mais base de sinon, données, oui. mais sinon, oui. Sinon, la bonne pratique, ça aurait été peut-être de dumper ça dans un S3, si c'est un large fichier, et puis après, venir le récupérer. Bon, là, je regarde le temps, j'accélère un peu le rythme. Pour qu'on puisse finir sur quelque chose. Donc là, j'ai mis la BD. Si on retourne ici, on va le voir que la BD a été bien créée. Use. Guessbook. Tu peux agrandir un tout petit peu? Ouais, bien sûr. Enfin, un peu beaucoup même. Donc show tables. Donc voilà, je refais le show tables ici, puis voilà, on voit bien que la table est là. Ouais. Voilà, donc si je fais un show, on voit que le show create table, il a créé la table, c'est la bonne structure. Donc là, je peux quitter. J'ai loadé la BD. Maintenant. Et donc maintenant, si je dois changer l'application, je dois aller changer le code de l'application. Ouais. Le code. Ouais. Là, il faudrait changer le code de l'application parce que en gros, il faut pointer il faut targeter le bon endroit. Donc là, on a le choix. L'instance, il y a déjà une instance qui s'appelle Guestbook Dev 01 qui a été déployée. Donc là, théoriquement, je pense qu'elle a un rôle. Je vais regarder le rôle, mais on avait mis le rôle EC2 SSM. Donc ça a installé, et puis de toute façon l'AMI elle contenait l'agent SSM, donc on peut utiliser Session Manager. Théoriquement, ça devrait marcher avec Session Manager. On va tester, mais je peux me loguer avec Session Manager et changer le code, enfin la config, mettre à jour la config. Ça, c'est bien entendu, c'est pas quelque chose qu'on va garder. Hein. On va pas faire ça tout le temps, parce que se loguer en SSH, faire un vim d'une config sur un environnement, c'est pas la bonne manière. Il faut qu'il y ait des manières de déployer ça de manière plus sécure, plus automatisée. Hein. Et ce qu'on va faire d'ailleurs dans les prochains épisodes. Hein. Donc là ouais. on se met dans les pieds, dans les pas d'un développeur qui découvre le cloud, comme vous le faites peut-être ce soir avec nous. Et donc la première fois, c'est évidemment dans la console en allant éditer des fichiers config, mais nous allons automatiser tout ça dans les prochains épisodes. Donc là, Bachar a démarré un system manager, connection manager, comme on avait montré dans l'épisode 1 pour se connecter sur l'app.
Et puis, aller éditer. Où est-ce qu'on Où est-ce l'avait qu'on mis l'a- cette app? Oh, opt. Ah, dans OPT, ouais. Ouais, OPT, app. Et puis là, si je vais voir dans là, voilà. Ça, c'est le fichier à éditer. Donc, il faut mettre le bon endpoint, le bon user, le bon password, etc. Un truc qu'on va faire aussi pour le mot de passe, c'est que là, je vais l'hardcoder, hein, mais on va jamais faire ça. On va utiliser un bon service pour Pour stocker les mots de passe. Donc, stocker les mots de dans un passe. premier temps, on le tape là parce que c'est le plus facile pour tester l'application, hein. C'est ce que si vous êtes en train de développer, c'est ce que vous allez faire dans la vraie vie. Mais attention, évidemment, il ne faut pas laisser ça. Même en dev, on ne laisse pas des mots de passe en clair. Et donc, dans un prochain épisode, on va utiliser un service de stockage de secrets qui s'appelle Secret Manager, gestionnaire de secrets, pour mettre ce mot de passe. Donc là, je vais juste mettre le endpoint. Non, oups, désolé, je l'ai mis au mauvais endroit. Ah, j'ai copy-pasté au mauvais endroit. Est-ce que ça va marcher là, tu crois? Est-ce que là, cette instance, elle a accès à la BD? Il n'y a pas un truc de security group aussi? Ouais, il me semble qu'il faudra le refaire, ouais. Donc admin, guestbook démo et guestbook. La BD s'appelait bien guestbook, hein. Je suis pas fou. Ouais, c'était guestbook. Ouais, guestbook. Table in guestbook, ouais, c'est bien, ouais. Show tables, use guestbook. Ok, parfait. Donc c'est guestbook démo, le mot de passe, hein, magnifique mot de passe, admin, etc. Donc ça, on changera une fois de plus, hein. Moi, je fais ça. Est-ce que ça va être pris en compte par l'app? Ah, ça, c'est une bonne question. Ça dépend. En fait, le Comment on a process. loadé l'app? Alors, si je me souviens bien, l'app, elle est chargée par un service Linux. Et donc, le process Node.js démarre une fois pour toutes et reste en permanence en mémoire. Et si je me souviens bien, dans le code de l'app, le mot de passe se met au début du chargement, au chargement initial. Ça veut dire qu'il faudrait arrêter l'app et la redémarrer pour qu'elle prenne en compte la nouvelle version du fichier de config. Je dis pas de bêtises, là? Tu as entièrement raison. Donc là, je peux regarder, on l'avait loadé en fait avec système. Donc là, on a reperdu le son de Skype et l'image aussi. Je suppose que ça va revenir. Mais donc, ce que fait Bachar, il est en train de redémarrer le service Node.js. Et Xtalif qui dit de toute façon en 720p, on ne peut pas voir le mot de passe. Effectivement, c'est pour ça que je stream en 720p. Sécurité par obfuscation. Effectivement, c'est un bon point ça. Alors, on va faire le security group et après on va redémarrer le service. Alors le security group, il faut aller dans l'instance EC2 qui est concernée. Ah non. Il faut aller dans le security group et rajouter l'instance EC2 concernée. Il faut le faire dans ce sens-là. Ouais, donc on va dans le security group d'Aurora et on autorise l'instance EC2 de se connecter à Aurora sur TCP 3308, donc le port de MySQL. Est-ce que là tu vas mettre l'adresse IP de notre instance ou son security group? Non, son security group, ouais. C'est beaucoup plus flexible. D'ailleurs, je ne sais pas si elle a un security group. Allons voir. Sinon, il va falloir que j'en crée un. Elle a forcément un security group. On ne peut pas lancer d'instance sans security group. Donc, elle a au minimum le défaut. Pourquoi est-ce que c'est mieux de mettre le security group? C'est parce que si vous mettez l'adresse IP, l'adresse IP, souvenez-vous, on avait dit ça dans l'épisode 1, je crois, elle change à chaque fois qu'on fait un stop et un start de l'instance. Et puis si avec le CDK, on redémarre d'autres instances, elles auront toutes des adresses IP différentes. Donc aller mettre des adresses IP dans les security groups, ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux mettre le nom du security group, source. Ouais. Elle a un security group qui s'appelle HTTP port 80 qui expose le port 80. Bon, Amine, on peut l'associer à lui, hein, ça va pas exposer le port 80 sur la base de données. C'est juste que bon, le nom est un peu bon. On peut créer un autre security group qui est juste un container qui serait peut-être un peu plus clean, qu'on peut appeler par exemple, je sais pas, le security group du guestbook app,
Guestbook App par Security exemple. Group. Ouais. Je pense que ça serait un peu plus clean. Alors, techniquement, il n'y a rien qui empêche de faire ça, mais c'est juste qu'après, là, si vous revenez dans plusieurs semaines, c'est peut-être pas forcément intuitif là de comprendre ce qui a été fait. Donc là, c'est plus pour être un peu clean voilà, et penser aux autres, à ceux qui reviennent et qui voient votre code. Alors, ouais, on va faire ça, ouais. Donc, Alors, on va dans VPC. ce que va faire Bacha, il va dans le menu VPC, dans le menu Security Groups, et créer un Security Group dans le bon VPC, attention. Ouais, il faut faire attention. Ouais. Hop. Alors, on va l'appeler Guestbook App SG pour Security Group. Et puis, Security Group associated with all Guestbook Apps. Et on devrait changer le script CDK pour faire ça aussi. Alors, j'ai pas besoin de mettre une inbound rule, hein, je laisse comme ça. En fait, c'est un security group qui fait rien, enfin, qui juste utilisé pour identifier les instances, les guestbook apps, en gros. Et puis comme ça, on va pouvoir référer. En fait, c'est juste pour pouvoir référer dessus, pointer dessus. Donc là, il expose rien, en fait. Et là, je retourne, excusez-moi, il y a trop de choses qui sont ouvertes en même temps. Voilà, c'est ici. Désolé, je vous fais switcher. Alors là, par contre, le problème, c'est peut-être qu'on va pas le voir. On va pas se rafraîchir. Parce que ce qu'il faut faire, c'est, on peut peut-être comme ça. Comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé Guestbook. Ah non, la console le voit pas parce qu'il vient d'être créé, donc il faut rafraîchir cette page. Ouais. Je peux rafraîchir cette page. Je vais pas perdre grand-chose. Ou sinon, ouais. C'est pas grave. Je pense qu'on peut taper le ça change, c'est plus rapide. Ah oui, si tu peux taper, mais tu dois taper l'ID alors, c'est pas le nom. Ouais, c'est plus rapide de rafraîchir. Maintenant qu'on a rafraîchi la page, voilà, il devrait être, voilà, il est dans la liste là, on l'a sélectionné et on met une petite description. Alors, Guestbook App to Access. Donc, je rappelle ce qu'a fait Bachar, il a créé un security group pour attacher à l'application server, un security group vide, sans aucune règle, mais qui va nous servir de source pour autoriser les accès vers Aurora. Et donc, dans un deuxième temps, maintenant que ce security group là est créé, d'abord on va l'attacher à l'app server. Ouais, alors l'app server, elle a été attachée théoriquement. Ah oui, si puisque tu l'as créé là. Ouais. Non, je l'ai pas attaché. Tu l'as pas attaché. Je l'ai pas attaché, hein, je vais trop vite. Hein. Voilà, je l'attache. Hop, attache. Donc on peut en attacher plusieurs. Hein. Assign, voilà. Donc là, théoriquement, hop, on le voit là. Et donc on voit bien dans la console qu'il était attaché. Et puis comme on voit, on n'a pas exposé plus. Hein. On n'a pas exposé plus en fait. Parce que j'ai pas de port ouvert sur ce nouveau security group. Donc je reste toujours sur le port 80. Qui vient de l'autre security group. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc la dernière étape, c'est d'aller dans le security group de la base de données Aurora et d'autoriser le security group Guestbook App de faire des connexions en 3306 vers la base Aurora. Ouais, alors ça, je l'ai fait. Hein. J'étais plus rapide que toi. Ah ouais, ok, cool. Ouais, regarde, je l'ai fait là. RDS Security Group. Et donc, c'est ce que j'ai fait là. Security Group, là maintenant, il a 3 règles, c'est ça. Il a une règle avec une adresse IP fixe qu'on avait utilisée dans un précédent épisode. Il a une règle qui autorise le Security Group de Cloud9, c'est ça. Et une règle qui est celle qui vient d'être ajoutée, qui permet de se connecter depuis l'app server. Et donc, il suffit de redémarrer l'app server et tester ça. Tu sais, je me demande s'il faut redémarrer en fait l'app server, parce que en fait, si tu regardes dans le code, je réfléchissais en fait à ce que j'avais dit, puis je me demande si j'ai raison en fait, parce que si tu regardes le code, ce qu'il fait, je suis pas sûr qu'il va cacher. Ce code-là est exécuté au moment où le process Node démarre. Théoriquement, ouais. Alors attends, on va faire des paris. Hein. Moi, je te propose, on fait des paris. Alors, je vais réfléchir 2 secondes. Si je redémarre pas le service, est-ce que ça va marcher? De toute façon, le problème, c'est que ça va, mais ça devrait pointer. En fait, si ça marche, ça devrait afficher une page blanche. Il n'y a aucun commentaire parce que la BD est vide. Ouais, ou un message d'erreur, cannot connect to the database. Ça dépend un peu de comment l'application gère. Si on a une erreur, si on a une erreur, voilà, peut-être qu'on a mal fait un truc, une erreur. Ça, t'as raison. Ou alors, ça n'a pas changé. Envoyez un A dans les commentaires si vous pensez qu'on doit redémarrer l'application Node, et un B si vous pensez qu'on ne doit pas redémarrer l'application Node. Moi, je suis pas sûr. Hein. Je sais pas si load. Moi, je dis qu'il faut la redémarrer. Attends, laisse-moi juste voir un truc. Attends, je vois un truc. Parce qu'il load. DB.
C'est une vraie question qu'on se Ouais, pose, hein. On n'a pas ouais, non, mais je répété. pense que t'as. Ah non, j'ai aucune idée. Non, j'improvise complète là. Mais je pense que t'as raison. Il faut redémarrer parce que, le point d'entrée c'est app.js. Puis app.js il fait ça. Puis t'as vraiment. Enfin, si tu regardes ton bin. Non, en fait, ton point d'entrée c'est ton bin. Excuse-moi, c'est Ouais, ton ouais, ouais. VVV. Ouais, Mais qu'est-ce qu'il fait? Il load app. Ok, il load ouais. app. Donc la deuxième ligne de commande c'est load app. Mhm. App c'est là. Il load app. Il rentre là-dedans. Il load DB. Et DB, il contient, si tu regardes dans DB, ça contient, ça crée DB config qui Mhm. a lui, La config de où la ça base de vient, données. voilà, où ça vient du fichier de config, où ça vient d'un environnement. Mais bon, bref, c'est là qu'il crée cette variable. Donc à cet état-là, ouais, je pense que tu as raison. C'est tout en mémoire cette histoire. Ça a tout été fait. Essaye. On prend Ouais, l'adresse IP du serveur et si on voit voilà. toutes les anciennes données qui sont toujours dans la base de données, ça veut dire qu'il pointe sur l'ancienne. Et puis on redémarrera et on va voir ce qui va se passer après avoir Ouais, redémarré. ouais, ouais. Et donc là, Bingo. il pointe vers l'ancienne, puisqu'il y a toutes les données. Ça fait du sens, ça fait du sens. C'est logique. T'as Alors là, toujours il la faut. session Ah, System je l'ai Manager pas. ouverte? Ah bah voilà, donc un petit restart là. Bon. Et là, on croise les doigts. Je sais pas du tout si ça va exploser dessus. Ah! Toujours. Alors attends, j'ai pris la bonne. Alors, Hop. attendez. J'ai pris la bonne IP. Attendez, juste parce qu'on en a plusieurs. On On en en a a une deux, pour hein. toi. Ouais. On en a deux. Alors j'ai bien sélectionné Dev. J'ai bien sélectionné ça. Et j'ai fait ça. Ok, ça a rien mis à jour. Et pourtant j'ai bien. Alors attends, mon système manager, je suis au bon endroit là. J'étais sur la bonne instance. Est-ce que j'ai Ah, modifié la mauvaise instance? Ce serait la blague. Alors l'instance c'est la 5D5. Est-ce que je suis au bon endroit? 5D5. Non, je suis où là? Non, attends, c'est pas 5D5. C'est quoi cet ID là? Non, non, excusez-moi, c'est 8769. Désolé. L'instance c'est 8769. Ouais, je suis au bon endroit. Je suis sur Dev, donc je suis pas fou. Alors, là, je suis surpris. Est-ce que j'ai sauvé le fichier? Est-ce que le fichier a été bien sauvé? Ouais. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, et attendez, je crois que je sais c'est quoi. Je suis pas sûr, mais je crois que je sais. Heureusement qu'on a regardé le code, hein. On s'est arrêté 2 secondes. Regarde là. il va chercher des variables d'environnement d'abord. Et puis s'il n'y a pas dans les variables d'environnement, alors il va chercher dans le fichier. Ouais. Et Donc je pense qu'on a les variables d'environnement qui sont là. est-ce que tu crois qu'il y a une variable d'environnement mise dans le fichier système machin? Ouais, ouais. On n'a pas fait ça quand même. Non. Si, je crois qu'on avait fait ça. Mais oui, on avait parlé de variable d'environnement. Alors attends, c'est où la config? J'ai oublié. Zut, c'est dans système D. Ah, si, j'ai oublié. Ah, ça fait trop longtemps. Où est-ce qu'on l'avait mis dans système? Et puis dans guestbook service, voilà. Non, on n'avait pas fait ça. Non, Environnement port 80. Bah oui, alors. c'est la seule variable d'environnement, c'était le port 80. On n'avait pas passé Dans, tout ça. et dans start.ch, il n'y a rien? Execbook, start.ch. Attends, je vais aller voir quand Peut-être même dans ça. start.ch, ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce que j'ai dit? Guestbook, app, setup, start.ch, ouais. Bah non. Node, bin, www, non, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas Alors, logique. plutôt que faire un restart, fais un peu un stop. Vérifie bien qu'avec un PSAX, il n'y a plus de process node redémarré. Prends peut-être l'adresse IP publique de ce Puis serveur. attends, je vais Ouais. faire ça, je vais faire ça. Un petit peu de debug pour nous aider. Ok, je triche un peu. Je fais Ouais, un non, petit mais c'est comme console ça qu'on log de fait, ouais. process.env, hein, ok, juste pour voir ce qui se passe, parce que comme ça on n'est pas à l'aveugle. Puis donc tu dis je stop et start, c'est ça que tu disais, Seb? Faire un stop, un PSAX pour s'assurer qu'il est vraiment arrêté. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Euh, Je greffe quoi, Node? Node, ouais. Ah, Ouais, très bien, il y en a plus. non, attends, Node, j'ai mal ouais. écrit. Ah, si, il est là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, mais il restart automatiquement? Non. Ah, ça c'est possible. Non, si tu fais un stop, il restart pas automatiquement. Bah alors, pourquoi il est là? 10h51. C'est un vieux, avoir le. Bah, c'est bizarre cette histoire. avoir Il devrait. le- Ouais, c'est vieux, 10h51, c'est un vieux PID. Mais je comprends pas là, parce que c'est systemd Tu devrais l'arrêter. donc systemctl, stop, guestbook. Attends, je vais faire un statut. Qu'est-ce qu'il me dit si je fais un statut? Bah, il me dit Un fail. bon vieux kill moins 9, il y a que ça de vrai, dit Xtalif dans les commentaires, je suis d'accord avec toi. Vraiment. Euh, Je crois que- je crois qu'on va...
On peut pas censurer, hein, on peut pas éditer la vidéo après, on n'a pas le droit. Non, non, Alors, PS, ouais, on va faire ça. on est en live là. Ouais, Kill, un kill moins 9 de Kill slowed. 3915, Ouais, ouais. Ok, ah, on a reperdu le Skype. Ah voilà, ça revient. Refais un PSAX pour voir s'il est redémarré et un système contrôle statut. On dirait qu'il y a un freeze sur Skype. Attends, je ne sais pas si tu m'entends, Bachar, mais il y a Skype qui freeze de plus en plus. Hello, hello, petit Skype, reviens. Ne me laisse pas sans Bachar. Ce qui est marrant, c'est que le screen sharing fonctionne toujours. Ah, là, tu as l'air de revenir, Bachar. Je t'ai vu bouger. Voilà, j'ai tout tué. Eh ben, j'aime bien la blague. Il a tué Ska. C'est revenu. Ouais, c'est vrai que c'était en même temps que le kill. Hein. J'ai fait le kill et c'est tout qui s'est arrêté. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a redémarré ce process ou... Ouais, alors je sais pas, écoute, c'est Skype, mais Skype, alors là je suis sur Skype était en dehors, mais elle était bien drôle celle. Je parlais de Node, est-ce que Node a redémarré automatiquement? Non, écoute, tu sais ce que je soupçonne? Je soupçonne qu'on ait fait peut-être, parce que tu sais, on a fait une EMI, et peut-être que quand on a fait la EMI, on avait roulé, je sais pas, on avait lancé je sais, non, mais ça fait pas de sens. Non, il devrait pas le lancer au démarrage. Il devrait pas le lancer, je sais pas. Écoute, honnêtement, là, sur le coup, j'ai pas de. Et donc là, tu as un nouveau node tout frais qui tourne si tu ouais, fais un PSAX. donc j'ai fait ouais, écoutez, alors ce que j'ai fait, j'ai fait un kill. Ouais. Tué Skype, puis après avoir tué Skype, j'ai fait un start de Guestbook. Ok, et là, tu as vérifié le process tourne. Et là, Guestbook, il tourne. On n'est pas fou, quoi. Ok. Et là, si je fais un grep de node, il est là. Ok, avec un nouveau PID. Ouais, avec un nouveau PID, et puis il commence à 17h03, là. Ok, ça c'est bien. Il y a 2 minutes. 17h03, c'est en heure GMT, hein, donc c'est normal. Ouais. Ok, bon, moi, donc on reload cette page, alors? Ouais, malheureusement, je l'ai déjà reloadé, hein, je suis désolé. Et ouais, je suis nul, hein, j'aurais pas attends. Mais bon, hop, je la reload une fois de plus. Ah, quelqu'un qui a essayé de nous faire une injection, une petite injection JavaScript, merci. Cool. Je suis content de voir que l'application sanitize quand même le JavaScript. Enfin, l'input, fait pique ça évite. Donc, ouais. Donc ouais, c'est bon, on est passé sur RDS. Et là, il faudra peut-être, il faudra voir comment on gère ça, mais je pourrais recréer une EMI. Mais il faudrait vraiment qu'en fait au prochain épisode, je pense qu'on va focuser à cleaner là, les credentials et tout ça, puis automatiser le déploiement. Ouais, je crois qu'il y a deux choses à faire là maintenant. Un, on a notre base de données Aurora, on sait que ça marche, on sait qu'on peut migrer la base de données de l'un à l'autre, donc là il n'y a pas trop de soucis. Et on sait que notre application fonctionne avec cette base de données Aurora. Donc ce qui reste à faire, avant même de commencer n'importe quoi d'autre, c'est de nettoyer ce qu'on a fait aujourd'hui. Et quand je dis nettoyer, c'est essentiellement deux choses. C'est nettoyer le mot de passe pour qu'on n'ait plus de mot de passe à recoder et utiliser Secret Manager à la place. Et puis faire le CDK qu'on comptait faire ce soir d'ailleurs pour automatiser le déploiement de la base de données avec le reste de l'application. Ça te semble bon comme plan, ça, Bachar? Ça me semble plus que bon. Et puis on va blâmer Skype. Hein. C'est toute la faute de Skype si on est en retard. C'est pas nous. Non, mais c'est au début. J'espère que la voix ne va pas trop nous en vouloir et puis que elle va être clémente avec nous. Mais c'est pas mal, on a déjà quand même fait pas mal de choses aujourd'hui, si on y réfléchit. Hein. On a créé une base de données managée dans le cloud, donc c'est plus nous qui devons la manager, il n'y a plus d'instance de Linux à faire, il n'y a plus de patch, elle scale automatiquement, etc. Et on sait que notre application fonctionne avec cette base de données. Donc c'est déjà pas mal, en une heure de travail, franchement, il y a pire. Ça, c'est le problème du cloud, on devient gourmand. On devient toujours trop gourmand. Et donc, prochain épisode, la semaine prochaine, on revient jeudi à 18h à la même heure, au même endroit sur Twitch TV.
Ouais, Et on va plus loin. Donc la semaine prochaine, on s'occupera de Secret Manager et du CDK pour créer la base de données automatiquement. Ça semble un plan, ça. partant. Parfait. Parfait. Un petit mot de revoir. Quelque chose à dire d'autre, à rajouter? Bah, pas de mon côté. J'espère passer un bon. Je sais pas si vous avez une Pentecôte là, mais passez. Prenez soin de vous. Restez safe et puis passez une bonne lundi de Pentecôte. Eh bien, merci Bachar, merci à toutes et à tous d'avoir été là. Rendez-vous la semaine prochaine, 18h au même endroit. Et on va essayer de régler les problèmes de son d'ici là. Ciao.